Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On vous propose ce point de presse à l'occasion du No Plastic Challenge qui va démarrer le 30 mai. C'est la 5e édition de cette opération qui invite à un usage plus réduit du plastique, notamment des plastiques à usage unique et qui a pour thème cette année protégeons notre environnement et notre santé. Et on va vous expliquer pourquoi on a choisi ce thème-là. L'idée du No Plastic Challenge, c'est évidemment d'agir à la source contre la pollution plastique et d'être dans une démarche préventive. Ce qu'on sait depuis 5 ans qu'on fait cette opération, c'est qu'évidemment le contexte a changé. On a des réglementations au niveau européen et au niveau français qui sont plus favorables, mais on a eu aussi un contexte qui a ramené en force le plastique à usage unique, notamment du fait du Covid. Et donc finalement, le sentiment que l'action sur l'effet sur la pollution plastique est assez faible. Ce qu'on a vu émerger aussi, c'est énormément d'études scientifiques sur les enjeux sanitaires de notre exposition au plastique et de la pollution plastique. Et c'est un point aussi sur lequel on souhaite insister lors de cette édition. Je voulais faire 2 rappels importants. C'est que d'une part, l'enjeu de la réduction est extrêmement fort d'un point de vue environnemental. On a une étude qui est l'étude de Pew Charitable Trust qui démontre qu'en 20 ans, on pourrait réduire de 80% la pollution plastique en mettant en œuvre une série de mesures. Et dans cette série de mesures, la réduction qui inclut le réemploi des emballages est la mesure qui a le plus d'efficacité avec un impact de 30%. Et on voit aussi aujourd'hui des scientifiques qui alertent, notamment récemment dans Science, sur le fait qu'il faut aussi plafonner la production de plastique pour limiter les toxicités qui sont liées au plastique. Voilà, donc ces points étant faits, vous avez bien vu qu'on va vous parler de réduction et qu'on va expliquer pourquoi. Je vais présenter nos intervenants qu'on est très heureux d'avoir avec nous. D'une part, Angèle Préville, qui est sénatrice et qui est co-auteure d'un rapport parlementaire qui s'appelle Pollution plastique, bombe à retardement. Ensuite, David Azoulay, qui est avocat senior au CIAL, qui est le Center International for Environmental Law, et Justine Maillot, qui est responsable du plaidoyer européen à Rethink Plastic Alliance. Et nous allons commencer tout de suite avec vous, Madame Préville, si vous êtes bien connectée, pour aborder les sujets de santé. Et tout ce que vous avez pu identifier dans le cadre de votre rapport parlementaire et par la suite sur les enjeux sanitaires. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, Madame Préville? La parole est Oui. à vous. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Je vous parle de Stockholm parce que je suis en déplacement en Suède et donc avec beaucoup de plaisir. Donc effectivement, j'ai donc travaillé sur la pollution plastique avec un député, Philippe Bolo, et donc émis un rapport parlementaire qui constituait 1 an de travail, des centaines de personnes auditionnées et couvrant toute la filière du plastique et de cette pollution. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que le plastique est un polymère, une macromolécule issue du pétrole. Dans cette macromolécule, les atomes sont liés chimiquement. Cette macromolécule est fabriquée par l'homme, mais n'existe pas dans la nature, donc ne se décompose pas. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que la matière plastique n'est pas seulement constituée de ce polymère, mais également constituée d'additifs, de colorants, de retardateurs de flamme, d'antioxydants et bien d'autres encore produits chimiques, plus des plastifiants pour rendre les plastiques plus souples, plus des charges, et que tout ceci s'appelle une formulation. Et qu'en fait, une matière plastique, ça n'est pas seulement le polymère, c'est également les additifs, les plastifiants, les charges. Et bien évidemment, avec le très fort développement industriel, chaque industriel a tenu à avoir sa matière plastique et à développer son secret industriel avec toutes les propriétés qu'il voulait donner au plastique pour le produit qu'il voulait fabriquer. Donc, en fait, quand on a, par exemple, 2 polyéthylènes, ils ne sont pas forcément les mêmes. La molécule de polyéthylène est la même, mais les additifs, les plastifiants qui y sont introduits ne sont pas forcément les mêmes. On pensait jusqu'à présent, et quand on les a quand on a commencé à fabriquer des plastiques, on les pensait extrêmement stables, mais ce dont on s'est rendu compte au fur et à mesure et dont on ne s'était pas préoccupé, c'est que les additifs, les charges, les plastifiants qui y sont rajoutés, en fait, sont relargués dans l'environnement. Et bien évidemment, quand on ne s'était pas préoccupé de leur toxicité, eh bien, on n'avait pas pris en compte ce phénomène-là. Or,
ce dont, et on s'en est évidemment, c'est ce qu'on a appris lors de notre mission, lorsque les plastiques vieillissent, ils se cassent, ils se fissurent en surface, ils se fragmentent en morceaux plus petits au bout d'un temps beaucoup plus long, et ils relarguent les additifs, les plastifiants, les charges qu'ils contiennent dans l'environnement ou, j'allais dire, dans l'estomac de l'oiseau qui a avalé un bouchon plastique. Donc, cela induit évidemment de ne pas, par exemple, réutiliser une bouteille d'eau en plastique, car c'est une bouteille qui a été fabriquée pour être à usage unique, et donc ça constitue un mésusage, et notamment de ne pas y mettre, par exemple, de corps gras, parce que c'est là qu'on a un relargage encore plus important. Ça implique aussi que, par exemple, les textiles qu'on a dans les voitures sont chargés, par exemple, c'est des textiles plastiques, hein, ils sont chargés en retardateur de flamme. On en a mis beaucoup trop, on en a mis des charges à 30%, par exemple, de leur masse, qui sont des règles de précaution, évidemment, parce que les plastiques, évidemment, ça brûle très, très bien. Ce sont des produits issus des hydrocarbures. Et en 3 ans seulement, dans une voiture, l'entièreté, en fait, quasiment des retardateurs de flammes qui sont contenus dans ces textiles sont relargués. Et vous imaginez bien, sont relargués dans un petit habitacle. C'est extrêmement nocif pour la santé. Ce sont des CMR, c'est-à-dire des cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, et donc des risques pour la santé avérés et voilà, extrêmement important. Pareil pour un linoléum, qui est un revêtement en sol plastique qui contient beaucoup de phtalates, des quantités vraiment importantes. Les phtalates sont des perturbateurs endocriniens et vous savez qu'ils ont un impact sur la santé, même lorsqu'ils sont relargués en très petite quantité. Et par exemple, sur un revêtement plastique des sols, c'est-à-dire un linoléum, ce qui est relargué, c'est une fine poussière que vous ne voyez même pas, et qui est donc projeté dans l'air par le fait que vous marchez dessus. Et donc, vous avez une exposition continue à ces produits-là. Également pour les jouets d'enfants, quand ils vieillissent, comme tous les plastiques, hein, ils se fissurent en surface, et les additifs sont relargués, et on sait que les enfants mettent bien évidemment les jouets à la bouche. Le problème des textiles qui sont de plus en plus en plastique. Alors, il faut savoir que la consommation a été multipliée par 2 en 15 ans en France, relarguent des microfibres tout au long de leur cycle de vie, quand on les porte, quand on les lave, et bien évidemment quand on les lave, grand relargage de microfibres plastiques, notamment lors des 3 premières lessives. Or, on sait que la consommation de vêtements a beaucoup augmenté et que donc les vêtements, on les porte très peu. Donc, on est à la fois dans l'usage où le relargage de microfibres textiles va être très important. Le pire étant les textiles polaires, puisqu'ils relarguent 10 fois plus. Et les textiles polaires, c'est la fausse bonne idée. Vous savez que c'est du décyclage de bouteilles plastiques. Une veste en microfibre polaire relargue lors de son lavage, dans les premiers lavages, 14 millions de microfibres. C'est du PET. Hein. Les microfibres plastiques, d'ores et déjà, se retrouvent partout sur Terre, je dis bien sur Terre, dans l'Arctique, on a fait des carottages au sommet de l'Everest, on en retrouve dans l'air du pic du Midi. Et vous savez maintenant, parce que c'est documenté, qu'on retrouve des microplastiques partout, également même dans nos corps, dans le placenta, et il y a un mois, dans une publication scientifique, on a dit qu'on en avait retrouvé dans le sang humain. Le plastique qui est présent dans l'environnement, je le rappelle, ne se décompose pas, il se fragmente simplement, il reste là pour longtemps, des dizaines, voire des centaines d'années. Ces plastiques dans l'environnement et dans nos corps et partout vont relarguer les additifs qu'ils contiennent, les plastifiants, comme j'ai déjà dit, mais également vont fixer les polluants. Tout ce qui est polluant hydrophobe, les hydrocarbures, les PCB, les polychlorobiphéniles, et constituent dans les corps après des bioaccumulations. Les supports constituent également tous ces plastiques qui séjournent dans l'environnement, par exemple sur l'océan, des petits radeaux qui vont assurer le transport des espèces invasives ou éventuellement pathogènes. Hein, on a documenté que suite au tsunami à Fukushima, on a repéré quelques années après des plastiques qui provenaient de là, puisqu'on les a vus sur les côtes américaines, et qu'on sait, on avait rencontré des chercheurs, qu'ils véhiculaient
notamment des espèces invasives pour les nouveaux territoires qu'ils allaient envahir. Et on a aussi vu auprès de chercheurs que, par exemple, les huîtres subissent par l'arrivage de ces microplastiques des invasions toxiques qui, après, induisent le fait qu'on ne puisse pas les consommer. Les microplastiques aussi se couvrent de biofilms qui leur donnent, alors pas forcément d'espèces invasives, hein, mais de micro-algues, de micro-bactéries, qui leur donnent une odeur et qui font que les animaux marins vont les ingérer. Donc voilà tous les risques qui sont liés à cette pollution plastique et qui constituent évidemment un risque très fort pour notre santé. Cette toxicité n'avait pas été prévue comme cela au départ. Donc les risques sont suspectés mais vont de plus en plus être avérés. Le risque peut-être le plus important à mon sens, c'est certainement le risque sur nos poumons, parce que les microfibres, par exemple, qui sont, et on sait, il y a des antécédents, puisqu'on a eu le problème de l'amiante, et également parce que, comme je l'ai dit, la plupart des additifs sont des perturbateurs endocriniens, et que donc, on a à se poser des questions sur ces sujets-là. Voilà pour mon intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Préville. Et puis, on pourra revenir au moment des questions sur les préoccupations. Oui, allez-y. Si vous Oui, allez, je suis désolée, mais comme je suis en Suède et on est reçu à la mairie de Stockholm, là, je ne pourrai pas répondre aux questions, mais je vous laisserai répondre à ma place. Et faire En tout le cas, merci lien beaucoup. nécessaire. Merci beaucoup d'avoir Merci beaucoup. Hein. Au revoir. d'avoir été avec nous. Je vais maintenant passer la parole à David Azoulay. David, vous avez pu suivre de manière proche les débats qui ont eu lieu lors de l'Assemblée de l'ONU Environnement, qui a voté une résolution sur la pollution plastique. Et donc, on serait très heureux de vous entendre sur ce sujet et de voir, puisqu'on sait que le calendrier, c'est 2024, pour voir quelles sont les prochaines étapes et ce qu'on peut attendre, quel est le niveau d'ambition qu'on peut attendre au final de ce traité selon vous. Merci beaucoup. À vous la parole. Merci beaucoup et merci beaucoup pour cette invitation. Alors, effectivement, vous le disiez en introduction, le paysage législatif et réglementaire évolue très vite et c'est aussi visible au niveau international. Alors, le temps du droit international est en général un temps un petit peu plus long et un petit peu plus lent. Mais là où il y a encore quelques années, on discutait éventuellement de réfléchir à quelle sorte de règle globale on pourrait mettre en place pour limiter la pollution du plastique dans les océans. En février dernier, 180 pays se sont réunis au sein de l'Assemblée environnementale des Nations Unies et ont adopté une décision par consensus de lancer la négociation d'un nouveau traité, donc d'une nouvelle convention internationale qui est un instrument dont l'objectif serait de mettre fin à la pollution plastique, rien que ça, dans l'ensemble des milieux. Et donc, on ne parle plus seulement des questions du milieu aquatique, parce que comme le disait Madame la sénatrice, la question de la pollution de l'air et des sols est aussi une énorme source d'exposition et donc une énorme source de problèmes pour la santé humaine, pour la biodiversité et autres. Et donc, l'ensemble de ces États se sont tombés d'accord et pour négocier un nouvel instrument, un nouveau traité pour mettre fin à la pollution plastique dans l'ensemble des milieux et tout au long du cycle de vie. Et voilà, alors dans cette phrase qui a l'air assez simple, il y a quelques éléments qui sont de fait assez révolutionnaires par rapport à la manière dont on a vu le plastique être réglementé jusqu'à présent. On parle de mettre fin à la pollution et non pas seulement de la réduire ou de réduire les quantités de plastique qui se retrouvent dans l'environnement. La définition de pollution plastique est assez large. Donc déjà, on voit qu'on approche ça d'une manière assez large. Ensuite, il est question de l'ensemble des milieux. Il faut encore que c'est un grand progrès parce que si la mobilisation et la prise de conscience est essentiellement née des constats qui ont été faits sur les océans, aujourd'hui, vous le disiez en introduction, notre exposition aux microplastiques et aux additifs toxiques qui en font partie est au moins aussi importante via ce qu'on inhale ou via la pollution des sols. Et sur l'ensemble du cycle de vie,
c'est aussi capital parce que, Madame la sénatrice précisait juste avant l'ensemble des impacts toxiques ou des substances toxiques qui existent à l'intérieur du plastique, mais c'est important de savoir que sur l'ensemble du cycle de vie, de l'extraction des matières fossiles jusqu'au raffinage des produits pétroliers pour en faire des plastiques, pour en faire des substituts chimiques, l'utilisation, l'élimination et autres, il y a à chacune des étapes de cycle de vie des impacts sur la santé qui sont majeurs et qui sont extrêmement bien documentés. Il y a aussi des impacts sur le climat, des impacts sur la biodiversité à chaque étape. Et donc, cette idée d'approcher la question du plastique via l'ensemble du cycle de vie est un élément extrêmement important pour nous donner une chance de réduire notre impact, de réduire la pollution plastique et donc pour changer les approches. Vous mentionnez aussi en introduction les dernières recherches qui ont été faites et les publications scientifiques qui réclament une réduction de la production de plastique pour nous donner une chance de réduire les quantités de plastique qui se retrouvent dans les milieux. Donc voilà, c'est uniquement en adoptant une approche de cycle de vie, et donc qui va s'intéresser à la production, tant en termes quantitatifs, est-ce qu'on peut limiter ça, qu'en termes qualitatifs, est-ce qu'on peut réduire la présence de produits toxiques, etc., dans les plastiques, qui vont ensuite permettre éventuellement un possible recyclage. Voilà, ça, c'est vraiment une approche capitale, et c'est un progrès majeur qui a été fait et qui a été d'ailleurs relativement bien célébré en février dernier à Nairobi. Maintenant, vous le disiez, on a 2 ans pour négocier ce traité, et si le mandat qui a été donné aux États est relativement ambitieux, on sait que la négociation d'un traité international peut partir dans un certain nombre de directions, et y compris des directions qui ne seraient pas forcément celles que nous on souhaiterait, ou en tout cas des directions qui viseraient à réduire l'ambition générale. On l'a vu sur les procédés internationaux autour du changement climatique, autour de la biodiversité. Il y a des intérêts industriels qui sont extrêmement importants, qui ont les moyens et l'expérience de faire dérailler certains de ces processus internationaux. Et donc, il est vraiment important qu'au cours de ces 2 prochaines années, il y ait un investissement sans faille de l'ensemble des acteurs, les États, évidemment, qui vont prendre les décisions de négociation et qui vont adopter ce traité, l'ensemble de la société civile, que ce soit les types d'associations qui sont représentés aujourd'hui, mais aussi les distributeurs, les différents acteurs de la chaîne de production et de la chaîne de traitement des plastiques, encore de la production à l'élimination. Et ça, c'est un élément qui est aussi très important et qui est porté notamment par des législations plus nationales ou régionales comme l'Union européenne dont on va entendre, les acteurs industriels ou économiques qui proposent des solutions alternatives, qui ne proposent pas juste de remplacer un matériau par un autre, remplaçons du plastique par du papier. On sait qu'il y a beaucoup de papier qui aujourd'hui, de carton qui est utilisé dans les emballages alimentaires, qui contiennent les mêmes produits toxiques que le plastique, parce qu'il faut les protéger contre le gras ou autre. Et donc, les vraies révolutions et les vraies sources de changement et les vraies chances qu'on a de régler cette crise de pollution plastique, c'est vers la mise en place de systèmes de distribution, de systèmes de production alternatifs qui ne reposent pas essentiellement, qui ne reposent pas sur le plastique, qui ne reposent pas que sur le plastique. Un dernier point, il y a le sujet de la toxicité et de la santé publique est identifié comme tel, donc va faire partie de la négociation, mais c'est vrai qu'il y a eu encore quelques résistances au cours de la négociation du mandat avec certains États qui mettaient en doute les impacts qui pourtant sont très largement démontrés et établis par la communauté scientifique en matière de santé publique. Donc, juste pour donner un petit contexte en plus, Inger Andersen, qui est la directrice exécutive du programme des Nations Unies pour l'environnement, a, elle, dans un message très fort à la fin de l'UNEA, appelé l'ensemble des États à prendre les mesures fortes, y compris pour réduire la production de plastique vierge et pour s'assurer de la non-toxicité de l'économie qui serait mise en place
pour prendre la suite de l'économie plastique. Donc voilà, on a 2 ans de négociations devant nous. La première réunion qui va fixer le cadre des discussions aura lieu à Dakar à la fin du mois. Ensuite, on a 6 périodes de négociation, 6 comités intergouvernementaux qui vont se réunir entre maintenant et la fin de 2024. Évidemment, il y a beaucoup d'espoirs qui sont placés dans ce traité international. On sait bien que ce ne sera pas un outil unique ou ce ne sera pas la solution. Ce n'est pas parce que ce traité va être adopté que tout d'un coup la crise plastique va être entièrement réglée. Mais on sait aussi maintenant sur la base des dernières études scientifiques que sans un accord global, parce que les chaînes de production sont globales et les impacts sont globaux, sans un accord global, on n'a aucune chance de mettre fin à la crise du plastique qui nous concerne actuellement. Et donc, il y a beaucoup d'espoir qui est placé dans ces processus internationaux. Merci encore beaucoup du temps que vous nous offrez pour l'invitation et l'organisation de cette conférence. Merci beaucoup David pour ces éclairages. Et maintenant, on va du coup passer au plan européen, puisqu'on est appelé par l'ONU Environnement à ne pas attendre 2024 et à agir à chaque échelle. Je crois qu'au niveau européen, il y a pas mal de choses qui se dessinent. Et donc, Justine Maillot, vous êtes responsable du plaidoyer européen pour Rethink Alliance. Et on va vous laisser la parole pour nous donner un éclairage sur les étapes clés qui se dessinent au niveau européen, avec pas mal de choses qui sont prévues, si je ne me trompe pas. À vous la parole, Justine. Bonjour à tous. Merci Muriel, merci pour l'invitation également. Oui, effectivement, il y a pas mal de choses qui se passent au niveau européen, beaucoup trop pour couvrir en peu de temps, mais on va essayer d'en aborder quelques-uns. Peut-être pour commencer, au niveau de l'Union européenne, on voit un peu le même mouvement que celui que David a décrit au niveau international, c'est-à-dire que l'Union européenne, quand elle s'est emparée de la question plastique, en 2015 sur la question des sacs plastiques et puis ensuite sur la question des plastiques à usage unique, il y avait vraiment ce focus sur prévenir la pollution dans l'environnement et particulièrement la pollution dans l'environnement marin. Et on a vu un glissement qui s'est opéré également sur le fait de vraiment maintenant considérer les plastiques tout au long de la chaîne de valeur, leurs impacts tout au long de la chaîne de valeur et de regarder ça aussi d'un point de vue de l'économie circulaire, de l'utilisation des ressources et des déchets et pas que de la pollution environnementale. Et ça, on a vu aussi un glissement et qui est assez marqué dans le cadre du pacte vert qui a été adopté à la fin 2019 par l'Union européenne et qui inclut un certain nombre de stratégies. Il y a le plan d'action pour l'économie circulaire qui date de 2020 et puis quelques mois plus tard, en 2020, a été adopté la stratégie durable sur les substances, sur les produits chimiques. Et je pense que c'est vraiment intéressant de regarder ces deux documents ensemble parce qu'on ne peut pas avoir d'économie circulaire si on ne traite pas la question des produits chimiques dans les produits, au-delà des plastiques d'ailleurs, mais les plastiques, clairement un élément essentiel. Et donc, à la fois, le plan d'économie circulaire vise à s'assurer justement de limiter les déchets, d'améliorer la circularité des produits et des systèmes. Et la stratégie chimique, elle, pour le coup, vise vraiment à réduire l'impact des produits chimiques tout au long de la chaîne de valeur des produits et aussi de l'exposition des consommateurs, des travailleurs, etc. aux produits chimiques. Il y a aussi un autre élément qui est le plan d'action zéro pollution dans le même cadre du pacte vert. Et là aussi, on voit bien que le focus n'est pas seulement sur les océans, c'est vraiment un plan d'action zéro pollution pour l'air, les sols et l'eau. Donc vraiment une approche aussi beaucoup plus générale. Et dans ce plan d'action, le plastique est évidemment traité et il est traité de façon plus générale sur ses impacts sur l'environnement et sur la santé plus largement. Donc on voit ce glissement vraiment d'une approche exclusivement concentrée sur pollution vers vraiment comment on réduit, comment on utilise le plastique, comment on le produit d'une façon à ce qu'il puisse s'intégrer à une économie circulaire. Et donc dans ce cadre, il y a un certain nombre d'actions qui sont en cours en ce moment, je vais en mentionner quelques-unes. Une des actions phares, peut-être l'action principale du plan économie circulaire de 2020, c'était cette initiative sur les produits durables et la Commission européenne a proposé à la fin du mois de mars un règlement sur l'éco-conception des produits durables. Donc ça ne concerne évidemment pas que les produits en plastique, ça concerne tous les produits. Et l'idée de ce règlement, c'est de mettre en place un certain nombre d'obligations minimales pour l'éco-conception des produits, qui va de la réutilisation, la recyclabilité, l'intégration de produits recyclés, par exemple, et
la question des substances chimiques également dans les produits. Et ce qui est intéressant, c'est que la façon dont est décrit ou défini substances préoccupantes dans le cadre de ce règlement, c'est à la fois un certain nombre de substances qui sont classées sous les législations chimiques européennes, les cancérigènes, etc., ainsi que les perturbateurs endocriniens, mais aussi les substances qui pourraient, les substances qui empêchent ou qui impactent négativement le réemploi ou le recyclage d'un produit. Donc, on voit une approche beaucoup plus large de ce qu'est une substance préoccupante et ce qui permettrait de vraiment éliminer une grande partie des substances qui posent problème à l'heure actuelle, tant pour la santé que pour, pour obtenir une économie circulaire et vraiment avoir un cercle vertueux, je dirais. Donc ça, c'est les grandes mesures de ce règlement éco-conception. Et puis, ce règlement vise aussi à mettre en place un passeport pour chaque produit qui permettrait aux consommateurs d'avoir des informations sur ces produits-là, donc sur un certain nombre de critères que j'ai déjà mentionnés, et notamment sur la présence de substances chimiques également. Ce qui est important de savoir, c'est que ce règlement, c'est un cadre, je dirais. Et ensuite, par secteur et par produit, on va avoir un certain nombre d'actes délégués qui sont des actes plus techniques de la Commission européenne qui vont être adoptés d'ici, on va dire, 2 à 5 ans selon la priorisation. Mais donc, tout ça va se faire vraiment par secteur pour les mesures plus détaillées. Mais je pense que c'est vraiment important de voir qu'on a pour la première fois vraiment un règlement qui vise l'éco-conception de tous les produits. Au niveau européen, on avait déjà un règlement sur l'éco-conception des produits électroniques et électroménagers, mais rien sur l'ensemble des produits. Et donc, évidemment, ça va largement impacter les produits plastiques. Pour ce qui est des emballages, on a une directive au niveau européen qui est spécialisée sur la question des emballages. Donc, c'est la directive emballage et déchets d'emballage qui, elle-même, est aussi en cours de révision. Afin justement plusieurs objectifs. L'un, c'est vraiment d'éviter le suremballage. Donc, on attend des mesures assez fortes dans cette proposition de nouvelle directive pour viser vraiment à répondre au suremballage, typiquement un plastique au-dessus d'un carton, ce genre de choses. Mais également pour aussi aller vers des emballages qui soient réutilisables et ou recyclables. Nous, notre approche, c'est plutôt des emballages réutilisables et recyclables en fin de vie. Et donc là aussi, voir comment des systèmes peuvent être mis en place pour vraiment soutenir les emballages réutilisables. Donc, David le mentionnait, il ne s'agit pas de substituer nécessairement juste un produit par un autre, mais vraiment de repenser les systèmes de distribution. Et donc, notamment, il ne s'agit pas forcément de remplacer juste un produit à usage unique par un produit réutilisable qui n'aurait pas de système autour pour la collecte, etc. Parce qu'alors, on ne répond vraiment pas à la question de la réduction des emballages, mais vraiment de mettre en place des systèmes de standardisation de certains formats d'emballage réutilisables, de mutualisation des systèmes de distribution pour vraiment permettre d'avoir des pools d'emballages réutilisables qui soient réutilisés réellement et qui permettent une réelle réduction des emballages qu'on utilise de façon générale. Donc cette directive ou cette proposition de révision de la directive est attendue pour le 20 juillet, a priori toujours, même si un délai jusqu'en octobre ne serait pas surprenant. Et ensuite sera adoptée par le Parlement européen et le Conseil, c'est-à-dire les États membres, dans les deux prochaines années, disons. Mais effectivement, là aussi, on voit dans la directive emballage que probablement l'aspect non-toxicité et présence ou plutôt absence des produits chimiques, substances chimiques préoccupantes dans les emballages devrait aussi être largement discuté. Il y a une certaine résistance, on ne va pas se mentir, mais c'est un des points qui est de plus en plus discuté dans la directive. Donc, on voit bien que sur la question des produits et des emballages, on a vraiment un mouvement dans la même direction qui est vraiment d'aller vers la réduction, le réemploi et vraiment adresser enfin cette question des produits chimiques dans les produits parce qu'on sait qu'on ne peut pas avoir d'économie circulaire sans ça. Peut-être pour mentionner un élément particulier sur les produits chimiques également, qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques semaines, la Commission européenne a publié sa feuille de route qui vise à restreindre un certain nombre de substances chimiques en priorité. Parmi ces substances chimiques et ces matériaux, à vrai dire, se trouvent les bisphénols A et d'autres composants bisphénols
un certain nombre de phtalates, les PFAS et aussi le PVC, donc le matériau PVC dans ses utilisations. Et donc là, l'idée, ça va être d'avoir une feuille de route et d'avoir une restriction de ces produits chimiques dans les produits d'ici les prochaines années. Encore une fois, c'est un processus qui va prendre quelques années. C'est un processus assez technique qui prend plusieurs années, mais avec potentiellement l'idée qu'on n'aurait plus ces produits ces produits chimiques dans les produits d'ici 2030, disons, plus ou moins. Et c'est très important pour le plastique parce que beaucoup de ces produits sont utilisés dans les plastiques. Et pour certains types de plastiques, bon, évidemment, le PVC lui-même en tant que matériau est considéré comme matériau qui pourrait être restreint de façon générale. Mais si on pense au bisphénol, aux phtalates et aussi, dans une certaine mesure, les PFAS, c'est des produits chimiques qui sont très importants dans la fabrication du plastique. Et potentiellement, certains types de plastique ne pourraient plus être produits ou devraient vraiment voir leur production vraiment changer sans utiliser substances chimiques. Évidemment, c'est aussi pertinent pour d'autres matériaux, pas que pour le plastique. Par exemple, on a parlé plus tôt des papiers qui sont un peu graissés pour pouvoir gérer tous les aliments gras. Souvent, ces cartons et ces papiers contiennent des PFAS et donc pourraient aussi être impactés par cette restriction. Donc, on voit vraiment, je dirais, un objectif de détoxification de l'économie au niveau de l'Union européenne. C'est assez clair. À la fois pour protéger l'environnement, mais aussi pour protéger la santé. Pour finir, un mot sur les microplastiques qui lient un peu produits, substances chimiques et tout ça. C'est effectivement une préoccupation grandissante de l'Union européenne. Dès 2018, la Commission européenne a initié un processus pour interdire les microplastiques qui sont ajoutés intentionnellement dans les produits, typiquement les cosmétiques, les peintures et autres. C'est un processus qui a pris du temps, qui est passé par l'Agence européenne sur les produits chimiques, etc. On attend une proposition de restriction maintenant de la Commission. Donc, ça serait une restriction sous REACH, donc sous la législation produits chimiques européenne, des microplastiques ajoutés intentionnellement dans les produits. On attend cette restriction depuis un petit moment maintenant. On devait enfin avoir une proposition en juin. A priori, c'est de nouveau reporté à octobre. Mais on a quand même bon espoir que d'ici 6 mois ou 1 an, on ait une interdiction forte sur les microplastiques qui sont ajoutés intentionnellement dans les produits, qui reste une minorité des microplastiques, soyons honnêtes. Pour le reste, c'est-à-dire les microplastiques qui ne sont pas ajoutés dans les produits, mais qui sont relâchés non intentionnellement dans l'environnement. Donc là, on a une palette de microplastiques. Ça va des granulés plastiques qui sont utilisés pour la production de plastique et qui ont tendance à se retrouver dans l'environnement à différents stades lors de la production, lors du transport, mais aussi maintenant avec le recyclage, à la sortie du recyclage, on peut aussi avoir des pertes à ce moment-là. Ça touche aussi les textiles, ça touche l'abrasion des pneus. On parle aussi d'autres sources telles que les peintures et les géotextiles. Donc, c'est vraiment un cadre législatif qui a vocation à vraiment adresser toutes les sources, l'essentiel des sources de microplastiques qui sont relâchées dans l'environnement de façon non intentionnelle. Donc, on a un processus qui est en cours actuellement avec une proposition normalement de directive de la Commission européenne qui devrait arriver à la fin de l'année, qui ensuite sera de nouveau discutée au niveau du Parlement européen et du Conseil, donc les États membres, donc dans les 2 prochaines années. La difficulté sur cette directive, c'est que selon les sources, les mesures sont plus ou moins claires. Par exemple, sur les granulés plastiques, les mesures à prendre pour éviter la perte de granulés plastiques sont très claires, elles sont faciles à mettre en œuvre et il suffirait qu'elles soient mises en œuvre tout au long de la chaîne de valeur, ce qui permettrait vraiment plus ou moins de régler ce problème. Pour d'autres sources, telles que les textiles, les pneus, etc., il y a beaucoup plus de discussions nécessaires. Il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être mises en place. Et là aussi, la question va se poser de est-ce qu'on vise des mesures, on priorise des mesures qui vont être plutôt sur la fin de vie. Donc, par exemple, sur les textiles, il y a eu beaucoup de discussions sur le fait de rajouter un filtre aux machines, par exemple, pour permettre de capter les microplastiques. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Ça, ce n'est pas très réglé. Ou est-ce qu'on se concentre vraiment sur des mesures de prévention à la source? Donc, par exemple, sur les textiles, repenser la conception des produits,
pour avoir des produits qui soient plus durables et aussi limiter l'émission de microplastiques. Donc bref, ça va être un grand débat, je pense, impliquant de nombreuses industries. Donc cette directive va être une priorité de l'Union européenne dans les 2 prochaines années. Et je pense qu'on aura davantage de discussions. Pour l'instant, l'approche a été beaucoup plus sur environnement, pour être honnête. Donc la visée à réduire l'émission de microplastiques plutôt sur une base de la pollution environnementale, mais on voit de plus en plus les questions de santé émerger parce que beaucoup d'études ont été publiées ces dernières années, ces dernières semaines, comme vous l'avez mentionné. Et donc, on voit aussi que probablement l'aspect santé va être intégré dans ces discussions sur les microplastiques de plus en plus dans le futur. Donc, bon, l'Union européenne ne s'embête pas. Beaucoup de sujets à venir. Évidemment, je me suis concentrée sur conception, toxicité, juste pour dire qu'il y a aussi plein d'autres législations au niveau européen qui sont aussi liées, par exemple, aux questions climatiques qui ont un impact sur la production plastique ou pourraient avoir un impact sur la production plastique parce qu'évidemment, le plastique, ce sont du pétrole et du gaz pour commencer. Merci. Merci beaucoup, Jocelyne, pour ce tour d'horizon très complet. Avant qu'on laisse la parole aux journalistes qui voudraient vous poser des questions, je voulais dire en complément qu'on vient d'éditer un document qu'on va envoyer aux journalistes, ce qui s'appelle, je le montre, Réduction des plastiques à usage unique et réemploi, tour d'horizon des réglementations les plus ambitieuses, parce que Jocelyne l'a dit, il y a des choses qu'on attend au niveau européen, mais ce qu'on voit aussi, c'est que depuis que la loi AGEC, donc anti-gaspillage pour l'économie circulaire, a été publiée en 2020, on voit d'autres pays au niveau européen qui en fait ont des objectifs plus ambitieux que notre loi, et on trouve intéressant de regarder, de s'en inspirer. Ce qu'on voit notamment, c'est on a beaucoup évoqué entre nous le réemploi des emballages, c'est-à-dire des emballages qui ne sont plus à usage unique, qu'on va réutiliser des dizaines, des centaines de fois. On voit par exemple au Portugal un objectif de 30% des emballages en 2030, quand en France on est à 10% en 2027. Donc il y a matière dans des expériences, des initiatives réglementaires dans d'autres pays à s'inspirer en termes de réemploi, en termes de réduction. On voit aussi beaucoup d'interdictions, notamment sur les gobelets plastiques ou d'ailleurs cartons couverts de plastique à usage unique, qui deviennent vraiment un fléau environnemental. Donc, ce sera mis à disposition. Je ne vais pas rentrer dans le détail et je crois qu'on va se quitter. Et voilà, vous souhaitez une très bonne journée et on espère une participation massive au No Plastic Challenge à venir à partir du 30 mai. Merci beaucoup.